Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Café Conférence. Je vous rappelle qu'il est présenté par l'Ordre des ingénieurs forestiers, l'Institut forestier du Canada et l'Association des étudiants gradués en foresterie de l'Université Laval. Donc, vous voyez derrière une petite caméra. Si vous ne le savez pas, sur YouTube, il y a la dernière présentation sur l'embryogénèse somatique qui est sur YouTube, l'entièreté de la conférence. Et puis, ça va être le cas aussi pour notre ami Pierre aujourd'hui, qui va être sur YouTube là, dans combien de temps? Une journée, donc c'est bien. Et puis, donc, les samedis soirs, si vous voulez être avec Pierre, vous vous loguez sur la chaîne de l'OIFQ sur YouTube, puis vous pouvez l'écouter en boucle. Donc, M. Pierre Beaupré obtient son baccalauréat en génie forestier à l'Université Laval en 1985 et entreprend sa carrière pour Domtar à la confection des plans d'aménagement forestier pour les ravages de serre de Virginie. En 1987, il entre en fonction au sein du ministère des Ressources naturelles où il occupe le poste de la fonction de chef de la division planification au bureau régional de la Côte-Nord. De 1992 à 2000, il agit à titre d'analyste responsable des demandes d'approvisionnement pour la Côte-Nord à la direction de la gestion des stocks. De 2000 à 2004, il œuvre à titre de professionnel au service de l'aménagement forestier où il consacre la majeure partie de son temps au plan d'aménagement intégré des ressources du milieu forestier de l'île d'Anticosti. Il travaille également à l'implantation des coupes partielles en forêt boréale, dont la CPPTM est un des auteurs du rapport sur la limite nordique des forêts attribuables et a co-dirigé le comité chargé d'étudier la recommandation de la Commission Coulombe sur l'aménagement écosystémique. Depuis 2006, il est chargé de projet à la direction de l'aménagement des forêts publiques et privées pour la production des guides sylvicoles et c'est sur ce sujet dont il va nous entretenir aujourd'hui. Je vous rappelle que suite à la conférence, vous pourrez poser des questions. Je vous demande de lever la main. On va vous fournir le micro pour que le son puisse aller dans la vidéo, en fait, lors de la période des questions. Merci. Bonne conférence. Bon, OK, ça va être un peu plus fort. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette café-conférence qui va porter sur les guides sylvicoles du Québec et les guides de stations forestières, qui vont être les nouveaux outils pour, dans le cadre du nouveau régime forestier pour faire la sylviculture. Ce matin, je vais commencer par vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ces guides-là, c'est quoi le contexte. Ensuite de ça, je vais vous expliquer le contenu de chacune des 4 parties qui composent ce projet-là. Et vers la fin, on va faire une petite prospective. On va voir un petit peu comment on va évoluer dans le futur, comment on pense intégrer la partie changement climatique dans nos outils. Ça fait longtemps que dans le milieu forestier, on réclame des guides sylvicoles basés sur des stations forestières. Les premières recommandations dans ce sens-là est arrivée par la stratégie de protection des forêts en 1994. En 2004, la Commission Coulombe en a fait également une recommandation et c'est suite aux analyses des recommandations de la Commission Coulombe que le ministère a entrepris les travaux en novembre 2006 sur les guides sylvicoles. Donc, ça fait environ 7 ans et demi qu'on travaille là-dessus. Jusqu'à présent, il y a plus de 200 personnes qui ont contribué au contenu de ces guides-là. Il y a une dizaine de personnes à peu près qui travaillent à temps plein là-dessus. Puis il y a énormément de personnes qui donnent des contributions. Puis là, je vous parle de personnes qui n'ont pas contribué 15 minutes. C'est tout du monde qui ont travaillé au moins plusieurs semaines. Puis dans certains cas, plusieurs années sur le contenu. Pourquoi on a fait des guides? Au départ, le cadre du nouveau régime forestier, il y a une nouvelle responsabilité importante qui est maintenant attribuée au ministère, celui de réaliser les prescriptions sylvicoles au niveau des traitements sur le terrain. L'organisation du travail au ministère se fait de la façon suivante. Il y a une grande latitude qui est laissée aux ingénieurs forestiers du ministère qui sont chargés de faire ces prescriptions-là. Pour appuyer leur travail, on avait besoin d'outils d'aide à la décision, de pré-ingénierie, parce qu'on a à prescrire sur des immenses territoires avec énormément de diversité, c'est quand même un gros travail. Et les guides sylvicoles, c'est produit dans le cadre de ces aides-là à
ceux qui vont faire les prescriptions. Il faut comprendre aussi que les prescriptions sylvicoles ne sont plus encadrées par un réseau de normes, sont basées sur le jugement professionnel des ingénieurs qui vont les prescrire. Mais ces ingénieurs-là sont soumis également à un processus d'audit interne, donc ils doivent être capables de justifier leur prescription. Même si c'est plusieurs années plus tard qu'ils passent en audit, mais il faut que dans leur documentation de prescription, ils soient capables de dire pourquoi ils ont fait cette prescription-là. C'est que les nouveaux outils qu'on a mis en marche, c'est 4 morceaux qui s'emboîtent, effectivement. Le tome 1, le tome 2, les guides de stations forestières, le tome 3. On va commencer par vous donner un très bref aperçu de chacun, puis après ça, on va rentrer dans le contenu de chacun de façon plus approfondie. Le tome 1 porte sur les fondements biologiques de la sylviculture, tout ce qui est écologie des espèces, insectes, maladies, etc. C'est un document édité. Le tome 2, également du même format, porte sur les concepts et l'application de la sylviculture. C'est dans ce tome-là qu'on va avoir toute la description des traitements sylvicoles. Les guides des stations forestières, ce sont des... eux vont être édités en format électronique et ils viennent être appariés avec les guides de reconnaissance des types écologiques, des petits cartables que les gens peuvent amener sur le terrain pour reconnaître les types écologiques. Il va y avoir 23 de ces guides-là. Avec en plus de la partie description des stations, on a également beaucoup de caractéristiques qu'on a rajoutées au niveau de description des peuplements pour définir des potentiels et contraintes au niveau de chacun des polygones écoforestiers. Puis ça, c'est des choses qui peuvent être interrogeables à travers les cartes du système d'inventaire forestier. Et le dernier morceau qui vient s'appuyer sur les autres, ce sont le tome 3 qui, lui, ce sont des ordres de décision qui amènent à des scénarios sylvicoles possibles, donc des enchaînements de traitement. Cette partie-là, elle ne sera pas éditée en format papier comme ça, elle va être en format numérique. On va reprendre chacune des parties avec un petit peu plus de détails. La partie 1, les fondements biologiques. Ce qu'on a au début, c'est l'écologie des espèces végétales. La deuxième partie porte sur, en fin de compte, la dynamique si on met l'ensemble des espèces ensemble et on regarde dans le cadre des végétations potentielles comment ils évoluent, mais ça parle de la dynamique forestière. Et la partie 3 parle des agents de perturbation. On les reprend encore un peu plus en détail. La partie 1, l'autre écologie des essences commerciales, on a documenté une très grande quantité de caractéristiques qui nous permettent de comparer une essence. Chacune des essences est des essences concurrentes, les unes avec les autres, que ce soit en termes de tolérance à la lumière, période de germination, etc., etc. On a dans le tome 1 un tableau synthèse qui rassemble les 30 caractéristiques les plus importantes. Mais on est sur le point de mettre en ligne, à la mi-avril, on va avoir un microsite Internet qui va permettre d'interroger l'entièreté de notre documentation qu'on a faite. Pour les essences qui sont importantes, on a juste une centaine de caractéristiques qui sont documentées avec référence scientifique. On a demandé également, c'est sûr que quand on cherche une information bien particulière, c'est intéressant, des tableaux synoptiques comme ça, parce qu'on peut comparer une essence avec l'autre, mais souvent, au point de départ, on veut savoir comment on aménage une essence en particulier. On a été trouver des spécialistes pour chacune des essences. Dépendamment des essences, les auteurs changent. Et on leur a demandé de nous résumer ça de façon synthèse en 2-3 pages. C'est quoi qui est important pour cette essence-là? Comment on fait pour l'aménager? On a fait la même chose également au niveau des essences concurrentes. La dynamique des végétations potentielles, même si ça fait, je dirais, à peu près 30 ans que le Québec travaille avec des cartes écoforestières basées sur des végétations potentielles,
La compréhension de la dynamique à l'intérieur des végétations était encore assez difficile, mis à part le petit groupe en écologie, à l'inventaire, c'était difficile pour la plupart des forestiers de bien comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants. C'est des chapitres, nous, c'est des affaires, moi, c'est une des choses que je consulte le plus fréquemment, c'est la dynamique des végétations potentielles. C'est un bon apport à la profession. Ensuite de ça, on a toute la description des insectes et des maladies qui vont suivre et sont écrits pour les sylviculteurs. On a demandé à des spécialistes en entomologie ou en pathologie, non pas de nous écrire pour un autre entomologiste ou un autre pathologiste, mais nous l'écrire pour le sylviculteur. Si ce n'est pas important pour le sylviculteur de savoir que la tordeuse, c'est à 6 âges larvaires, ben c'est pas ça qu'on veut qu'il écrive. On veut qu'ils disent c'est quoi les mesures, des précautions au niveau des arbres, des peuplements, etc. C'est là-dessus que portent les guides. Même remarque au niveau des maladies. On a des chapitres sur pollution atmosphérique, désordre climatique, altération du sol. On a des textes, puis on a également des tableaux synoptiques qui permettent de comparer la sensibilité des différentes essences. On a un chapitre également sur les feux de forêt. Le tome 2, les concepts et l'application de la sylviculture. Ça parle, bien sûr, des concepts et ça détaille également tous les traitements sylvicoles qu'on a. La première partie des concepts, on va avoir des éléments comme le gradient d'intensité de la sylviculture, le diagnostic de la pression sylvicole. Comment on fait pour faire une pression sylvicole? C'est écrit dans ce chapitre-là. On a un très, très, très bon chapitre sur les relations entre la sylviculture et les propriétés du bois, que je vous conseille de lire. En chapitre 6, les grands types de couverts, les groupements d'essences principales, ça sert à placer. Ce chapitre-là est essentiel pour bien se retrouver dans le reste du document au niveau des traitements sylvicoles, pour savoir comment on a appelé certains types de couverts pour être capable de se repérer. Puis on a rassemblé dans un même chapitre les aspects, les impacts visuels de tous les traitements. Au lieu des éparpillés un petit peu partout, on les a rassemblés dans le chapitre 7. Les chapitres qui portent sur les traitements sylvicoles ont la même architecture pour faciliter pour le lecteur de repérer les informations. On commence toujours par une partie généralité. On a un bref historique, puis souvent l'historique est important dans les traitements. Ça nous permet de pas mal mieux comprendre d'où on en est. Une des sections clés de ces chapitres-là, c'est les fondements des sylvicoles. On définit qu'est-ce qu'on essaye de faire avec le traitement. On essaie-tu de faire croître les arbres en diamètre? On essaie-tu d'établir de régénération? Et moi, en termes de coordonnateur, c'était ma plus grosse surprise de voir à quel point c'était difficile pour des spécialistes de finir par sortir pourquoi on fait le traitement. Et je dirais, c'est un des plus gros apports qu'on a fait, parce qu'à partir du moment qu'on s'est entendu sur qu'est-ce qu'on essaye de faire, je veux dire, la suite des choses, elle découle pas mal mieux. On a également documenté tous les bénéfices et risques associés au traitement, que ce soit au niveau de la matière ligneuse, de la biodiversité, de l'impact sur les paysages, etc. Tout ce qu'on avait dans la littérature scientifique qui permettait d'avoir des impacts au niveau des traitements, on les a rassemblés et résumés. On a également toute une partie de vocabulaire qui est nouveau et qui va devenir essentiel pour les ingénieurs forestiers qui prescrivent. C'est toutes les parties, les variantes, les modalités, les phases qui sont associées au traitement. Je vous l'illustre ici avec les variantes de l'éclaircie commerciale, où on peut avoir une variante qui est par coupe systématique, où on va ramasser, mettons, une rangée d'arbres sans distinction de se demander si l'arbre est propice ou non. On va avoir une variante qui est sélective, où c'est plutôt un choix de tige qu'on va avoir, puis on va avoir une variante qui est mixte, où on va à la fois faire des rangées systématiques et à la fois de la sélection entre les rangées. C'est le cas typique de la première éclaircie commerciale, où on va établir des sentiers de débardage en faisant la partie systématique et la sélection de chaque barre, tandis que la deuxième éclaircie commerciale va devenir en mode sélectif. On a également des modalités par le haut, par le bas et neutre.
J'attire votre attention sur la modalité par le haut. Par le haut, ça veut dire qu'on va enlever des arbres qui nuisent à nos arbres dominants. Et non pas on va enlever les arbres dominants. C'est une chose qui est assez peu compris pour beaucoup. Et toutes ces notions-là vont devenir excessivement importantes parce que dans nos outils de prescription, ce que les ingénieurs doivent remplir en termes de description de traitement qu'ils font, ils doivent utiliser ce vocabulaire-là qui est universel. Les facteurs qui conditionnent la réussite, on les a résumés au niveau du site, du peuplement de l'arbre. Dans un premier temps, on a décrit pour un traitement en particulier, de façon générale, c'est quoi ces facteurs de réussite. Et après ça, on est venu le raffiner en termes de type de couvert. Comprenez qu'il y a des traitements sylvicoles qui s'appliquent de la paissière à l'érablière, mais il y a des nuances souvent dans les traitements en fonction du type de couvert dans lequel ils sont. Je vous illustre un petit peu le propos avec des descriptions des conditions propices pour, mettons, des peuplements résineux boréaux. Bien, ici, on a un petit peu une page où on voit des spécifications qui sont données. On a un petit tableau ici qui va indiquer c'est quoi en gros les taux de prélèvement, les temps de rotation entre les prélèvements, etc. C'est tous des apports d'informations qui aident le forestier à dire, de façon générale, dans la littérature, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un ouvrage qui est novateur. Il existe des guides de sylviculture, principalement américains, mais un guide qui était fait en français avec des exemples du Québec, on n'en avait pas jusqu'à présent. Ça inclut des traitements sylvicoles qui étaient jusqu'à présent peu utilisés et peu documentés, comme la coupe progressive irrégulière et les éclaircies jardinatoires. Ça permet aussi, il y a toujours un souci de synthèse et on fait beaucoup de comparaisons entre les traitements. Une de ces comparaisons-là ici, ça sert à situer les différents traitements en fonction des étendues de perturbations naturelles qu'on essaye d'imiter, que ce soit une perturbation légère, modérée ou grave. Ça permet, pour un type de peuplement, ça vient en phase avec l'aménagement écosystémique, de dire c'est quoi qui imite le plus mes types de perturbations que je voudrais remplacer. Tout ça est appuyé par un glossaire qui comporte 350 termes, sont définis, traduits en anglais. En soi, un ouvrage colossal. S'entendre sur un mot, c'est épouvantable. 350, c'est l'enfer. Mais on a fini par y arriver. On va avoir tome 1, tome 2 sont sur le point d'être en format numérique, en format de livre électronique, en format EPUB pour ceux qui connaissent. C'est un format qui s'adapte à toutes les plateformes, que ce soit votre ordinateur, une tablette, vous pourriez le mettre sur votre téléphone, ça va faire pas mal de pages probablement. On devra avoir le format électronique là, vers la mi-avril, qui va être en vente là, à l'éditeur officiel. Les guides de stations forestières maintenant. Je vous ai dit que c'est jumelé à nos guides de reconnaissance des types écologiques. On va en avoir 23. Qu'est-ce que c'est une station forestière? Une station forestière, c'est un regroupement de types écologiques dans un territoire de guide. C'est que, vous voyez ici, là, si je prends l'exemple, vous voyez un territoire de guide, ce sont des regroupements de régions écologiques. Fait que ici, on a, mettons, la 4BC, c'est ça. C'est, en fin de compte, les régions écologiques 4B, 4C. C'est que des régions écologiques similaires avaient déjà été regroupées pour décrire des types écologiques. Mais maintenant, nos stations s'appuient sur ce territoire-là. Puis, on va regrouper à nouveau les types écologiques pour en avoir moins. La difficulté là, en foresterie, ce n'est pas de découper continuellement les choses. Notre problème, c'est qu'on a beaucoup trop de diversité de peuplement et c'est très dur de faire une synthèse. C'est un premier élément de synthèse qui vise à diminuer la quantité de choses à considérer parce que au type écologique s'ajoutent les peuplements
les essences, les densités, les hauteurs, les âges, tout ça se multiplie. Donc, on a très avantage à réussir à synthétiser et s'il y a des choses qui s'aménagent de la même façon, de les mettre ensemble. C'est le but des guides de station, de rassembler les types écologiques qui sont les plus semblables en termes d'aménagement forestier. C'est que je vous les illustre avec dans le cas des MJ1 et MJ2, c'est des sapinières à bouleau jaune. Les MJ1, ils ont 10% d'érable à sucre, puis les MJ2, ils n'en ont pas. Mais dans l'ensemble, c'est du bouleau jaune puis du sapin, ça ressemble beaucoup. Et on avait 18 types écologiques là-dessus, on en a fait 5 stations. Nos dépôts très minces, les textures grossières, les drainages médiques, les drainages subhydriques, puis les hydriques. Quand on a défini ça, là, les autres éléments sont beaucoup moins importants et on est capable de les mettre ensemble pour réussir à progresser dans notre cheminement. Les guides de station, ben, ça vient résumer pour une station forestière là, un paquet de caractéristiques, de statistiques sur des caractéristiques. Je vais vous en parler principalement de 3. Le potentiel forestier, c'est toute la partie des indices de qualité de station sur lesquels la direction des inventaires forestiers du ministère met au-dessus de 15 ans qui font des efforts considérables pour arriver à des EQS potentiels, etc. Mais ça vient pleinement exploiter ces données-là. Les listes des essences à promouvoir acceptables et à maîtriser, quelque chose qui est excessivement important et que toute notre sylviculture va découler par après. Une essence à promouvoir, c'est une essence qu'on va être prêt à mettre de l'argent dessus pour en augmenter la quantité. Une essence acceptable, c'est une essence qu'elle fait notre affaire, mais on ne mettra pas d'effort pour l'améliorer, l'augmenter. Exemple, du sapin, l'essence à promouvoir, d'épinette blanche. Puis, la naissance à maîtriser, c'est une essence que ça se peut qu'on produise, mais quand on le produit, c'est qu'on ne le combattra pas. Exemple, le peuplier. On va en produire du peuplier, mais on ne mettra pas d'effort pour augmenter le peuplier faux-tremble. On va simplement pas le combattre. Puis la plupart du temps, quand on va faire de quoi, bien, on va le combattre pour favoriser des essences à promouvoir ou acceptables. Ça, c'est un élément important au niveau des stations. On a des essences comme le bouleau jaune, le bouleau à papier, que parfois sont à maîtriser. Ben, le bouleau jaune, ça va être rare qu'il va être à maîtriser. Une sorte de bouleau à papier, il peut être à maîtriser dans certains cas, il peut être à promouvoir dans certains autres. C'est en fonction du potentiel de la station. Et les contraintes, ben, c'est une série d'éléments qu'on documente et qu'on illustre de façon le plus visuelle possible pour aider là, à bien saisir d'un seul coup d'œil les difficultés reliées à la station. Je vous ai dit tantôt qu'on avait l'Atlas des contraintes qui documentait, en fin de compte, toutes les contraintes que je vous ai dit, mais ils n'étaient pas nécessairement directement disponibles dans nos fichiers d'inventaire initialement. C'était des développements qu'on a faits pour pouvoir documenter ces contraintes-là. Puis je vous donne l'exemple de notre dernier développement là, sur lequel nos arbres de décision vont s'appuyer, c'est la susceptibilité à la rouille vésiculeuse du pin blanc à l'échelle des polygones écoforestiers. C'est qu'on a créé une carte qui va indiquer est-ce que le polygone est à risque élevé, modéré ou faible. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. C'est qu'on tombe maintenant au quatrième morceau du puzzle, le tome 3, qui s'appuie sur les 3 autres morceaux, qui va nous amener des arbres de décision qu'on va pouvoir utiliser soit au niveau tactique, soit au niveau opérationnel. En fin de compte, ce sont les mêmes questions qu'on va se poser, mais on n'y répondra pas de la même façon si on est au niveau tactique et opérationnel. Exemple, si on est au niveau tactique, puis on se demande est-ce qu'il y a une présence de semencier d'une espèce donnée, on va regarder au niveau cartographique, est-ce que l'espèce est dans le groupement d'essence. Quand on va être rendu au niveau opérationnel, on va regarder dans les placettes échantillons terrain, c'est quoi le nombre de tiges à l'hectare qu'on a de l'essence en question. Le tome 3, ben, c'est une aide à la prescription sylvicole c'est des arbres de décision qui sont incorporés à des outils informatiques. Il n'y a personne sur le terrain qui suit des flèches dans des arbres de décision. L'information est gérée par les systèmes informatiques et il va sortir à l'ingénieur une liste de scénarios sylvicoles possibles. Ce qu'on fait, c'est un dégrossi.
l'ouvrage n'est pas terminé. Ce n'est pas parce qu'on a listé ces scénarios-là qui sont nécessairement tous pertinents. Puis au contraire, il y en a plusieurs souvent qui ne sont pas pertinents. Il reste 3 types d'analyses à faire. La partie économique, la partie écosystémique et la partie contexte particulier, exemple épidémie de tordeuse. Okay? Mais ça permet d'avoir éliminé énormément de choses. 99% du temps, la réponse fait partie de la liste qu'on vient de donner. Ça va arriver que nous, on documente des situations fréquentes. Ça se peut qu'on ne soit pas dans une situation fréquente et il est toujours possible pour l'ingénieur d'y déroger. Dans ce cas-là, il va justifier dans sa prescription. Ça permet d'incorporer les connaissances des praticiens. Tome 1, tome 2, oui, il y a eu des praticiens qui ont participé, mais c'est beaucoup la communauté de chercheurs scientifiques qui ont établi cette documentation-là. Les arbres de décision, ça s'appuie sur cette partie-là, mais nos arbres sont conçus par des praticiens, vont être utilisés par des praticiens et vont être bonifiés continuellement par les praticiens parce que ça, on vise une mise à jour annuelle. Parce que c'est au cœur de nos outils qu'on utilise day-to-day au ministère. Les éléments clés sur lesquels sont basés les arbres de décision, au départ, vous ne serez pas surpris que je vais vous parler de la station forestière. Mais de la façon qu'on utilise la station forestière, tantôt, je vous ai montré des territoires. Sur mon tableau ici, chacune des lignes correspond à un territoire. Chacun des éléments qui est écrit à l'intérieur, ce sont des stations forestières. Et ce qui constitue mes colonnes, ce sont des groupes de stations. Donc, on a rassemblé des stations en groupes de stations. Et ces stations-là, ils se distinguent en fonction d'éléments comme des milieux physiques très contraignants, exemple des sols très minces, on les a mis de façon séparée. Des niveaux de végétation concurrente qui sont différents. Dans le cas ici, celui qui finit avec un F, il y a une végétation concurrente forte. Celui qui finit avec un M, il y a une végétation concurrente moyenne. Ou des potentiels d'aménagement particuliers pour certaines espèces, comme ici pour le bouleau à papier. Dans la plupart du temps, un même type écologique, quel que soit le territoire dans lequel il est au Québec, il va se retrouver dans un même groupe de stations, mais il va y avoir des cas où pour certains types écologiques, selon le territoire, on ne sera pas dans le même groupe de stations. Et la partie groupe de stations, le classement est très important parce que ça va être à la base de nos arbres. Ici, tous les petits carrés, ça représente des groupes de stations. Et ces groupes de stations-là sont rassemblés en familles de stations. Et nos arbres, on a 8 familles de stations et on a des arbres de décision pour chacune des familles. C'est notre base. C'est comme ça qu'on intègre la partie station à nos arbres. 2 autres éléments très importants qui la base des arbres, c'est bien entendu les stades de développement. Est-ce qu'on est rendu au stade semi-gaulie, perché ou futet? Et les stades évolutifs. Les stades évolutifs, c'est la proportion de feuillus d'essences intolérantes à l'ombre qui sont dans le peuplement, qui graduellement vont être remplacées par des essences tolérantes à l'ombre. Et ça, ça va conditionner énormément la sylviculture et c'est un des éléments principaux qui est à la base de nos arbres. Un arbre de décision, ça ressemble à ça. On a à gauche la partie diagnostique, qui sont des questions. On a à droite les scénarios sylvicoles, qui sont des enchaînements de traitement. Et on a au centre la composition visée. C'est la composition en essence qu'on devrait atteindre une fois que le scénario sylvicole va être complété. On arrive à la dernière partie de l'exposé qui vise sur comment on va faire pour intégrer les changements climatiques, parce que c'est sûr que pour nous autres, c'est biologique ce qu'on fait, hein, parce que s'il n'y avait pas eu changement climatique, on aurait dit « job done, c'est fait pour l'éternité, parfait, on va se reposer ». Malheureusement, on doit prendre en compte les changements climatiques qui vont être très, très percutants au niveau des éléments qu'on va faire. Fait que notre plan de match, nous, pour intégrer ces éléments-là, c'est passer par la station forestière. Parce que à la station forestière, on a des données sur la composition actuelle du peuplement. On sait également les types de sols, le drainage dans lequel il est. Et ces éléments-là, couplés avec la partie température, vont nous permettre de mieux faire des projections que si on ne s'appuyait pas sur ces éléments-là.
En gros, ce qu'on pense faire, pour nous, de nos jours, il est très facile, compte tenu que chacun des polygones écoforestiers, on a des données climatiques qui sont projetées avec le logiciel Biosim, qui donne un paquet d'éléments climatiques. Il est très facile pour nous de faire une cartographie pour ce qu'on pense, nous, les deux facteurs les plus importants, c'est la température moyenne pendant la saison de croissance, puis les précipitations utiles, c'est-à-dire les précipitations qui se font là, en été. Ces éléments-là, on est capable pour un ensemble de peuplements. Ici, on a tous nos peuplements qui sont des mélanges de sapins avec du bouleau jaune de la province. On est capable de voir c'est quoi l'amplitude des variations. Et pour une station donnée, si on prend l'exemple de mon territoire de la 3AB, on est capable de dire, bien, ma station actuellement, par rapport à l'ensemble de la province, bien, les données, ils se retrouvent là dans ce secteur-là. Si on incorpore les données d'Ouranos sur les projections, on s'attend qu'en 2050, on va être ici, puis en 2090, on va être rendu là. Donc, on voit qu'on va déborder du cadre normal où on avait des sapinières bouleau jaune. À partir de là, bien, il y a toute la partie interprétation pour dire bien, qu'est-ce qu'on pense qui va être en devenir, est-ce que le bouleau jaune est à risque, etc. Là, on est capable de faire ça. Par contre, on aurait pu avoir la situation où on aurait été dans une zone plus nordique de sapinière à bouleau jaune et oui, il va faire plus chaud puis peut-être plus sec, mais on aurait resté à l'intérieur du nuage. Mais là, on aurait pu dire, bien, fort probablement là, que oui, les EQS vont changer un petit peu, mais on devrait se maintenir dans les mêmes groupes d'espèces, puisqu'on en a ailleurs dans la province qui ont les mêmes conditions. C'est un peu la piste qu'on a pour commencer à intégrer la partie changement climatique. Dans un premier temps, on va faire la distinction entre c'est quoi les stations qu'on pense qu'on aura des problèmes, puis là, on va commencer à les fouiller avec les équipes de chercheurs pour essayer de voir bien, c'est quoi qu'on devrait changer. Puis dans certains cas, c'est risque d'être des changements graduels également. Ça se peut qu'on dise que pour le bouleau jaune, à long terme, ça ne sera pas bon. C'est que des semis, bien, c'est plus notre objectif d'établir des semis de bouleau jaune, mais ça va rester quand même assez bon pour une gamme d'années suffisante. Puis si on a une perche de bouleau jaune, mais là, ça vaut la peine, parce que là, elle va se rendre. On va vers ce niveau de complexité-là. On ne pourra plus simplement étiqueter, malheureusement, un scénario pour un peuplement, puis il va falloir commencer à jouer dans ces éléments-là, et c'est ça qui nous attend. C'est qu'en conclusion, qu'est-ce que les guides apporteront aux ingénieurs forestiers? Bien, ça apporte des nouvelles connaissances, des nouveaux outils, une plus grande latitude professionnelle, puis on l'espère, bien, un plus grand plaisir à exercer la profession. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Joachim? S'il te plaît. Dans le fond, ma question portait sur le dernier graphique avec les nuages de points. Si on a une essence qui se situe, qui s'étale aussi dans le reste du Canada ou même aux États-Unis, mais c'est ça le nuage de points au Québec, c'est un nuage de points québécois, donc s'il y a un réchauffement climatique, c'est peut-être pas si pire pour ça, pour l'essence. Est-ce que ça a été pris en compte dans le nuage de points ou? Effectivement, quand on va être dans des... ici, on avait comme exemple la sapinière à bouleau jaune. Là. La sapinière à bouleau jaune, mais elle est pas mal... elle ne déborde pas au sud de la province. C'est un bon exemple. Mais quand on va être, mettons, dans des érablières, on sait que les érablières, ils n'arrêtent pas avec la frontière du Québec, donc ils se poursuivent. Effectivement, il va falloir prendre ça en compte. Puis là, on est à l'échelle, non pas d'une essence, mais on est à l'échelle de l'ensemble des espèces. C'est que quand, dans le fond, mon point, c'est, à partir du moment qu'on reste dans le nuage, ben, on va probablement dire, ce qu'on a déjà fait, ça risque d'être pas pire bon. Puis à partir du moment qu'on voit qu'on sort de façon marquée du nuage, mais là, on va commencer à travailler. Puis là, exactement, là, c'est quoi les conclusions? Bien, je pense qu'on a plusieurs années devant nous pour réussir à sortir des conclusions. Mais vous avez raison, là, il y a la notion de
Ça se peut que ça soit plus au sud, mais ça va être vrai, là, particulièrement dans les érablières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Amélie. Bonjour. Je travaille actuellement avec les guides sylvicoles et je travaille aussi avec le bureau du forestier en chef. Je me demandais, c'était quoi l'échelle de temps que vous envisagiez pour l'arrimage entre ce que vous avez produit et ce qui se fait au bureau du forestier en chef? Le tome 3, la partie, quand on vous disait que nos arbres de décision là, fonctionnent au niveau stratégique, là, bien, c'est ça notre plan de match pour faire l'arrimage avec le bureau du forestier en chef. Puis c'est dans quelle échelle de temps vous pensez que ça puisse se faire? Ou... Bon. Ce qu'on souhaiterait, c'est que l'arrimage soit fait pour le prochain exercice, là, le 2018-23. Ce qu'on va réussir à faire, ben, c'est le temps qu'il va nous dire. Le gouvernement, c'est compliqué, hein? Il y a beaucoup de choses qui marchent en même temps. On ne contrôle pas trop tous les échéanciers et tout ça. On navigue à travers tout ça, mais c'est sûr que notre objectif, c'est qu'il y ait un arrimage avec la partie que le forestier en chef fait, puis une traduction des orientations qui sont décidées au niveau stratégique dans la partie terrain. Et ça fait 30 ans que les forestiers essayent de trouver le fil conducteur entre la partie stratégique et la partie opérationnelle. Là. Je pense on fait pas mal de chemin pour réussir à faire ça, mais si ça fait 30 ans et qu'on ne l'a pas résolu encore, puis il y a pas mal de monde intelligent qui se sont essayés, là, ça fait que c'est pas si facile que ça. Mais c'est sûr que c'est notre objectif là, qui est sur le dessus de la pile, faire ce match-là. Ben, moi, j'en ai une question. Mon dada, c'est la latitude professionnelle. Mm-hmm. En quoi les guides amènent cette latitude professionnelle-là? Est-ce que tu as des exemples de gens qui les ont utilisés sur le terrain, qui trouvent que par rapport à des normes, où je veux en venir, là, c'est est-ce qu'on joue sur les mots ou il y a vraiment un impact par rapport à un guide et une norme que tu nous as présenté ici? Ben, par rapport aux gens qui font la prescription terrain, ben, il n'y en a plus de normes. Ça qu'ils sont bien pris à se rabattre sur les guides. Est-ce que ça satisfait pleinement leur. Vous ne le cacherez pas, là, c'est pas facile à digérer. Puis c'est pour ça qu'on a fait des arbres de décision. Puis c'est pour ça que ça nous a pris 5 ans à les faire, les arbres de décision. Puis on pense que tout n'est pas encore en place. Mais c'est un petit peu comme un calcul de possibilité. Quelqu'un qui dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas, là, toutes les affaires des hypothèses, je voudrais que tu me dises le chiffre. Mais si tu veux que je te dise, pour avoir le chiffre, il faut trop bien que je la fasse, sa démarche. C'est que ça, c'était. Le monde aurait aimé ça qu'on leur donne là, un livre de recettes, tout déjà, tout pré-mâché, mais il n'y a personne qui est capable de faire ça. C'est trop complexe, il y a trop d'éléments. Puis c'est pour ça que graduellement, on rassemble et on digère la connaissance, puis graduellement, on s'en va vers une application. C'est que c'est pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mais on travaille à faire, actuellement, on fait des fiches de traitement au ministère. Ça va être un nouvel apport qui vient. On a demandé encore à nos équipes qui ont rédigé nos traitements sylvicoles des résumés encore davantage pour aider le sylviculteur à dire c'est quoi les éléments marquants quand tu fais un inventaire de prescription, etc., etc. Mais ils sont toujours amenés dans un contexte de diagnostic sylvicole. Et non pas tu as besoin de tel. On commence par identifier les problèmes en sylviculture de ça, mais c'est tel élément, c'est causé par telle chose. C'est que c'est beaucoup à apprendre au monde à pêcher. Mais on est bien content, nous autres, qu'on va à l'épicerie, qu'il y a quelqu'un qui l'a pêché à notre place, puis qu'on ait qu'à le mettre dans notre panier. Tout le monde aimerait ça, mais c'est plus compliqué que ça, là, la job. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bien, un peu dans la même lignée, comment s'insèrent les demandes via les tabgir, les
toutes les demandes sociales dans le diagnostic? Ou... Bien, ça fait partie. On a faire un traitement silvicole pour un seul objectif là, de nos jours, là, ça n'existe presque plus. Avant, on avait juste à se concentrer sur comment on produit du bois, là, puis ça allait. Aujourd'hui, là, tu n'es plus jamais capable de faire ça. C'est que, dans le fond, c'est pour ça qu'on a documenté tous les aspects. On n'a pas juste documenté la production de bois, on a documenté la biodiversité pour chacun des traitements. Puis c'est à la personne qui fait la prescription d'intégrer l'ensemble de sa commande pour trouver, en fin de compte, son meilleur terrain. C'est comme ça s'intègre. C'est en laissant la latitude à celui qui prescrit de trouver le meilleur moyen pour répondre à l'ensemble de sa commande. Une question? Moi, j'en ai une autre, une facile. Est-ce que quel est le lien qu'il y a entre le ministère, puis aujourd'hui, on est à la faculté de foresterie. Est-ce qu'il y a un transfert de connaissances qui va se faire pour les nouveaux étudiants aussi qui étudient en foresterie? Est-ce qu'ils vont assimiler ces nouvelles connaissances-là, ces nouveaux guides-là? Pour l'instant, nous, ce qu'on fait, on fait une présentation des guides civicoles dans le cours de civiculture là, une fois par année. Mais on sait que les professeurs en civiculture, là, c'est une mine d'or pour les professeurs en civiculture. Il n'y a pas un prof qui est capable de faire un ouvrage aussi actuel. Que ça devient un très bon outil là, d'enseignement. Je crois que ça, c'est la partie, à mon sens, ça, c'est la partie d'équation la plus facile. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui enseignera en foresterie, il n'ira pas chercher des éléments là-dedans. C'est trop, il y a trop d'ouvrages en arrière, puis ça vise spécifiquement ça. Ce qui est plus compliqué, c'est des gens qui sont déjà dans la profession. Eux autres, ils n'ont pas le temps d'aller s'asseoir sur les bancs d'école pour apprendre chacun des morceaux. C'est que il est là, nous autres, notre outil, notre défi d'intégration via des formations, via des... mais on n'est pas très nerveux sur les gens qui vont sortir de l'école. Est-ce qu'eux autres ils vont être bien formés? Oui. Est-ce qu'ils vont avoir une meilleure compréhension de la civiculture que quand moi, je suis sorti de l'école, je suis certain. Sur cette phrase choc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Ben, écoute, Pierre, je voudrais te remercier beaucoup pour ta présence aujourd'hui, ton excellente présentation. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que la présentation va être sur YouTube aussi. Et puis, ben, merci, Pierre. Bonne main d'applaudissements. Aussi, pour agrémenter tes déjeuners, on t'offre un petit cadeau pour te remercier. C'est des petites confitures qui sont faites avec des produits forestiers non ligneux au Québec. Donc, ils sont non ligneux. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.